Il y a bientôt 100 ans, naissait à Toulouse l'Office national industriel de l'azote, ou ONIA, l'ancêtre de ce qui deviendra plus tard AZF. La création de cette usine d'ammoniac synthétique, le 11 avril 1924, découla de la volonté des dirigeants politiques français de résoudre le problème d'approvisionnement du pays en azote qui s'était posé brutalement durant la Première Guerre mondiale. Voilà ce qu'entre autres raconte la dernière parution de Michael Liopard, Aux origines d'AZF, le problème de l'azote en France 1919-1940, paru aux presses universitaires François Rabelais. Michael Liopard était invité à la librairie Ombre Blanche le 21 octobre 2023. Bonne écoute. Merci. Bonsoir à tous, merci d'être venus pour cette présentation de l'ouvrage de Michael Liopard, donc aux origines d'AZF, le problème de l'azote en France, 1919-1940. Alors j'aimerais juste présenter rapidement Michael, donc, qui, comme vous le voyez, est jeune, c'est un jeune docteur. Vous êtes donc docteur en histoire contemporaine, enseignant dans le secondaire, je crois au collège du Fousseret, c'est ça, au sud du département, et chargé de cours d'enseignement à l'université Toulouse de Jean Jaurès depuis bien des années, depuis peut-être une dizaine d'années ou... 2014, ça fait 10 ans. Ouais, 9 ans. Alors, vous êtes chercheur associé au laboratoire Framespa, qui est le plus grand laboratoire d'histoire de l'université de Toulouse. Et vos thèmes de recherche portent sur l'histoire économique et sociale, l'histoire des sciences et des techniques, des entreprises, de l'industrie, en l'occurrence chimique, mais aussi du mouvement ouvrier. Donc autant de clés d'entrée qui permettent de comprendre pourquoi vous êtes intéressé au sujet, disons, qui a donné l'ouvrage autour duquel nous sommes rassemblés. Donc vous avez soutenu votre thèse relativement récemment, le 26 juin 2020, sous le titre « Entre l'État, l'usine et le marché, le problème de l'azote en France, la trajectoire d'une entreprise publique durant l'entre-deux-guerres, l'Office national industriel de l'azote, 1924-1940 ». Alors précisons que cette thèse a quand même été reconnue, puisqu'elle a eu des prix, ce qui n'est pas donné à tout le monde, 2 prix prestigieux, le prix Crédit Agricole d'histoire des entreprises et le prix Alfred Dumeril, décerné par l'Académie des inscriptions et belles-lettres de Toulouse. Donc, près de 10 articles ont été publiés, seuls ou en collaboration, dans différentes revues. Et en plus, bien évidemment, donc cet ouvrage que je montre de nouveau, celui qui nous intéresse ici, et qui a été publié aux presses universitaires François Rabelais de Tours, et qui vient de sortir, tout juste, non ? C'était le 19 décembre. Septembre, j'ai eu peur. D'accord. Alors, juste un petit mot sur le thème avant de lancer une série de questions auxquelles vous serez invité à répondre. Après, on passera aux questions de la salle. Donc, je voulais revenir sur le titre « Aux origines d'AZF ». Donc, vous parlez bien de l'ONIA, donc l'Office national industriel de l'azote, qui est la première dénomination de l'usine AZF, qui a porté ce nom de sa création en 1924 jusqu'aux années 60, dans le courant des années 60. Ouais, 1967, exactement. Exactement. Et même au-delà, tant elle a marqué les imaginaires toulousains. Certains d'entre vous, peut-être, prennent parfois le pont de l'ONIA. Or, cette entité a été totalement écartée des débats récents qui sont marqués évidemment par la catastrophe du 21 septembre 2001, focalisée sur AZF, qui porte ce nom depuis 1983. On sait qu'à cette occasion, il y a eu une bataille d'experts dans le cadre judiciaire, un cadre judiciaire qui a duré une quinzaine d'années, expertises qui ont pointé pour la majorité les défaillances d'une usine agonisante, débat marqué en plus par les polémiques sur la protection de l'environnement ou la sécurité industrielle. Le résultat, c'est que l'usine a été stigmatisée, désignée comme une usine poubelle qui méritait de disparaître du paysage. C'est ce qui a été fait, puisqu'elle a été démantelée après l'explosion, au profit d'un ensemble marqué par la modernité et la résilience, d'où émerge évidemment le fameux Oncopole. Ces débats ont sûrement été nécessaires et en partie justifiés, mais ils occultent toute une histoire presque centenaire qui fait partie indéniablement du passé toulousain. Cet oubli alimente, je pense, aujourd'hui un dialogue de sourds qui s'est vérifié entre 2 mémoires qui sont nées de la catastrophe, celle des riverains qui évidemment ont été touchés par les morts, par les dégâts, et des associations écologistes qui ne retiennent que les dérives de la dernière période, et celle des anciens travailleurs d'AZF qui sont eux-mêmes constitués en collectif et qui, eux, défendent
au contraire une image positive de l'usine, marquée par la fierté et démontrant que l'usine a été à la pointe de la modernité. Donc deux visions de mémoire à vif, parfois schématiques et un peu réductrices, qui sont totalement antagonistes. On a d'ailleurs une consécration de cette double mémoire qui annihile le dialogue avec les commémorations qui ont lieu chaque année le 21 septembre à Toulouse, qui n'ont pas lieu au même endroit et qui ne sont pas porteuses des mêmes mots d'ordre. Alors il fallait peut-être un peu de sérénité que le recul pouvait apporter. Après tout, ça fait 22 ans que la catastrophe a eu lieu, pour dérouler le temps et revenir aux origines de cette usine qui, plus qu'une simple unité de production, a occupé une place considérable, sociale et politique, dans l'histoire de Toulouse. D'où l'intérêt de l'ouvrage, qui est un premier travail scientifique sur la naissance et les premiers pas de l'ONIA, donc l'ancêtre d'AZF, qui retrace les 20 premières années de son existence, les années 20 et les années 30, selon un triple axe que vous suivez tout au long du travail, l'histoire des techniques, celle des politiques publiques et une histoire sociale, donc en quelque sorte une histoire totale, qui rend l'importance de l'usine aussi bien au niveau local que national ou même mondial. Alors maintenant que j'ai essayé de planter le décor, j'aimerais donc vous poser toute une série de questions, j'en ai même précisément 11. Donc on verra combien de temps ça nous prendra. Et ensuite, on passera aux questions de la salle. La première est une question basique. Enfin, les premières sont plutôt basiques. On sait que Toulouse n'a pas un grand passé industriel. On a parfois dans le passé parlé de Toulouse la sainte ou Toulouse la savante, mais jamais Toulouse l'industrieuse. C'est plutôt un qualificatif qu'on applique à des villes comme Marseille ou Bordeaux ou Lille ou que sais-je. Alors tout simplement, pouvez-vous nous dire ce qui a poussé les acteurs publics à implanter l'ONIA au cœur de la ville rose ? Alors, c'est vrai que la vocation industrielle de Toulouse a été très tardive. Et le tournant, en fait, dans cette histoire industrielle, c'est la Première Guerre mondiale qui va révéler à Toulouse. Toulouse a eu une position stratégique, c'est qu'elle était très loin des frontières avec l'Allemagne. Donc, on y a implanté une énorme poudrerie. Une poudrerie qui était préexistante déjà depuis le XVIe siècle, qui avait été déjà délocalisée après plusieurs explosions sur l'île d'Ampalo, sur la Garonne, et puis qui a débordé sur le lieu dit de Braqueville jusqu'à la route d'Espagne durant la Première Guerre mondiale. Et cette poudrerie est devenue la plus grande poudrerie du pays, avec jusqu'à 30 000 employés ou 31 000. Sauf qu'une fois la paix revenue, les besoins de la guerre n'étant plus là, on a tout un site en déshérence qu'il va falloir réinvestir et surtout complètement réhabiliter. Mais il faudrait une industrie de paix pour cela. Donc pourquoi l'État a décidé d'implanter une usine d'azote à Toulouse, qui est située dans une région qui reste agricole, mais où la consommation d'engrais reste faible par rapport aux régions modernisées du nord de la France. Donc il y a finalement deux raisons. La première raison, c'est qu'on va anticiper une nouvelle guerre avec l'Allemagne. On ne sait pas quand est-ce qu'elle va arriver, mais on sait que, sauf miracle, il y aura une nouvelle guerre mondiale. Et donc il faudra toujours, donc Toulouse est en pole position, comme site étant susceptible donc, d'accueillir une usine qui serait à l'abri d'une offensive avec l'aéronautique. On sait que la prochaine guerre sera une guerre avec l'aviation. Mais pourquoi avoir retenu Toulouse alors que Toulouse est faiblement industrialisée ? On va manquer d'ouvriers, on va manquer peut-être de savoir-faire. Et donc le deuxième élément, ça va être du coup la reconversion de cette poudrerie qui a coûté très 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 cher. Et donc avec les édiles locaux, Vincent Auriol qui était maire de Muret à l'époque, qui est à la Chambre des députés, avec Léon Blum, qui se fera connaître également après, ou encore Albert Bedouce, ancien maire de Toulouse, qui vont pousser la Chambre des députés et le ministère de la Guerre à retenir Toulouse pour dire la poudrerie nous a coûté cher, on pourrait au moins en reconvertir un petit tiers ou un petit quart. Et donc on s'est dit la future usine va être handicapée économiquement puisqu'on est très très loin du nord de la France des paysans qui vont consommer le plus d'engrais, mais on va rattraper ce retard parce que l'usine va coûter moins cher puisqu'on va réutiliser en théorie tous les entrepôts et les usines et les ateliers existants. Voilà. Merci. Alors j'ai une seconde question basique qui est relative cette fois-ci à la production de cette usine. Donc vous avez suggéré qu'elle était dévolue à la nouvelle à l'azote donc. Et quelles sont donc les applications qui peuvent être faites du point de vue économique de cet élément chimique ?
Alors l'intérêt de l'azote, c'est que c'est une industrie à deux faces. On le sait ça depuis le 19e siècle, c'est-à-dire que l'azote d'un côté permet, lorsqu'il est mélangé à l'ammoniac, à l'hydrogène, de fabriquer de l'ammoniac, et lorsque cet ammoniac vous l'oxydez, ça devient de l'acide nitrique. Et c'est l'acide nitrique qui est l'élément de base qui sert à fabriquer des poudres et explosifs. Donc ça intéresse l'armée et pour une plus petite part les travaux publics, dès qu'il faut faire des explosifs. Sauf qu'en temps de paix, lorsqu'il n'y a pas de besoin de guerre, les poudreries n'ont pas grande activité en réalité. Donc, pour cette raison, on découvre que l'azote, à la fin du 19e, est un élément de base également pour le cycle des plantes et donc pour moderniser l'agriculture. Mais pourquoi cette insistance avec l'azote? C'est qu'au tournant du XXe siècle et juste avant la Première Guerre mondiale, l'Allemagne, notamment la BASF, la Badisch Anilin Soda Fabrik, qui va devenir plus tard l'IG Farben, va mettre au point avec Fritz Haber et Karl Bosch. Karl Bosch étant l'industriel, Fritz Haber étant le scientifique, vont découvrir un procédé capable de fixer l'azote dans l'air. Donc on a un azote qui est présent à 78% dans l'air, qui est inépuisable et qui devient une source pour fabriquer des engrais azotés à bien meilleur marché qu'avant. Parce qu'avant, il fallait faire venir du nitrate de soude, des espèces de grosses pierres, j'ose le mot, caillasses, qu'on fait venir des carrières du Chili, par bateau. Or, la guerre va révéler que les bateaux, ça peut être coulé, et que donc la guerre va être un traumatisme pour la France, qui va découvrir qu'on est dépendant de l'étranger pour pouvoir être indépendant militairement et aussi sur le plan agricole. Voilà. Merci beaucoup. Là, je viens à la création de l'ONIA, donc qui se fait en 1924, et vous montrez dans le livre que cette naissance se fait dans des conditions très difficiles. Les débuts sont durs. En particulier, l'État ne parvient pas à susciter l'intérêt des entreprises privées pour prendre en charge la nouvelle entité, et c'est donc lui qui va le faire, bon gré mal gré. Donc, comment, à partir de là, définir l'ONIA du point de vue statutaire? Est-ce que c'est bien une entreprise publique? Alors l'ONIA est bien une entreprise publique avec 100% du capital qui a été mis par l'État. Simplement, on est dans un contexte libéral où après la guerre, l'État n'est pas vu comme un industriel, ou si l'État devient industriel, jusqu'à présent, il n'ouvrait que des entreprises monopolistiques. Donc il n'y a pas de concurrence. Sauf qu'avec l'ONIA, on est dans la chimie, et la chimie est déjà investie depuis très longtemps par l'industrie privée. Si je vous dis Péchinet, Saint-Gobain, Kuhlmann, qui a disparu depuis. On pourrait, plus tard, il y aura Pierrefitte, enfin, d'autres entreprises qui existent toujours. Et Air Liquide également, qui est un associé de Saint-Gobain. Donc ces entreprises-là, c'est impossible, en théorie, que l'État leur prenne tout le marché. Donc on est dans un régime libéral, où vous avez le centre et le centre droit, avec M. Raymond Poincaré, qui est alors le président du Conseil d'alors, qui est d'un côté milite pour la défense nationale, voit que l'industrie privée n'est pas capable de couvrir le marché. Je rappelle, on couvre qu'un petit tiers, voire un quart du marché au sortir de la guerre. Et on sait que l'industrie privée n'est pas capable. Donc l'État tape du poing sur la table, mais si on crée une entreprise, l'État doit monnayer pour que le Sénat et l'Assemblée nationale, l'équivalent de la Chambre des députés, pour qu'elle puisse valider la création, elle doit passer un accord avec l'État. On crée une entreprise publique, mais elle devra être soumise à la concurrence. Ça paraît banal aujourd'hui, à l'heure où on a libéralisé toutes les grandes entreprises publiques ou avec les sociétés aéronautiques, qui ont toujours été soumises à la concurrence par rapport à Boeing, etc., sur un marché international. Et bien là, c'est la première entreprise publique de l'histoire de France, depuis la Révolution en tout cas, à être soumise à la concurrence. Et beaucoup, bien sûr, alors à gauche, on n'est pas content. Comment l'État peut-il devenir capitaliste, comme les capitalistes? Et la droite dit, oh là là, mais c'est un scandale, l'État est nul comme un industriel. On a tous les clichés en fait, sur l'État qui ressortent à ce moment-là. Et finalement, pour faire très court, les débuts vont être extrêmement compliqués. Parce que l'État, au départ, avait monnayé une convention avec l'Allemagne, avec la BASF, pour avoir les savoir-faire. Puisqu'on récupère les procédés, vous savez, qui permettent de capter l'azote dans l'air. Sauf qu'en 1923, bien après le traité de Versailles, on s'aperçoit qu'il y a le conflit autour de l'occupation. La France va occuper la Ruhr, et il y a une tension entre les Allemands d'un côté et les Français de l'autre. Et on sent que la BASF
et pas totalement prête à coopérer techniquement. Et à la tête du futur ONIA, on a un militaire qui s'appelle le général Patard. Et le général Patard, qu'est-ce qu'il fait? Il va détourner, il va dire on a la convention, on a les savoir-faire allemands gratuits, enfin ils ont été déjà achetés, pardon, mais on a la convention à disposition. Mais comme on ne fait pas confiance aux Allemands, Patard va proposer ses propres procédés, puisque c'est un général, mais qui est un éminent expert en chimie. Et il propose d'adjoindre d'autres procédés. Sauf que ces procédés ne vont pas marcher. Et l'entreprise qui aurait dû démarrer ses fabrications en 1927, après 2 années de construction, va prendre 2 années de retard, va perdre 2 années. Et c'est qu'en 1929 que les nouveaux dirigeants qui vont remplacer Patard et certaines autres vont dire bon, ça serait peut-être mieux de revenir aux technologies allemandes. Et donc, à partir de là, donc ça a été des années très erratiques pour l'ONIA, et on a cru que ça n'allait pas marcher. Mais finalement, en 1930, alors au moment où la crise économique arrive, l'ONIA est devenu le premier producteur de sa branche, et l'usine est louée par tout le monde comme une réussite technologique. Mais il va lui falloir vivre après et faire des bénéfices. Voilà ce qu'elle va réussir à faire, mais progressivement. Alors, vous répondez en partie à ma question suivante, mais je la pose quand même parce qu'il y a un aspect qui a fouillé avec vous. Vous évoquez les difficultés d'installation de l'usine, donc sur les locaux de l'ancienne poudrerie dont vous avez parlé. Vous avez dit que c'était le quart ou le tiers de la surface qui était occupé par l'ONIA. Donc les bâtiments ils sont vétustes et puis surtout c'est très éloigné du centre-ville. On est je crois à 5 km à pied et on ne peut venir qu'à pied jusqu'à l'usine. Donc l'usine est éloignée par rapport à la population et notamment par rapport aux ouvriers qui vont venir travailler. Et vous parlez, j'emploie une expression, donc, c'est une expression que vous employez, vous parlez de l'usine comme d'un cobaye malheureux auquel l'État consent tout de même différents crédits, ce qui est assez étonnant. Comment l'usine d'abord a-t-elle fait face à ces handicaps et pourquoi l'État s'est obstiné malgré l'annonce d'un gouffre potentiel? Alors il faut imaginer que cette usine, quelles qu'aient été les difficultés, parce que la loi qui donne son existence est votée en 1924. La fin de la guerre, c'est 1918. Donc on a mis presque 5 années à trouver cette solution au problème de l'azote. La France manque d'azote, il lui faut être prêt le plus vite possible. Donc en réalité, il y a un consensus qui se fait à minima sur la nature juridique, mais ce consensus se fait. Alors effectivement, par rapport à Toulouse, il y a eu un premier déboire. Avant les problèmes techniques que j'ai évoqués, le pari de l'État, ça a été de dire on va économiser de l'argent puisqu'on va réutiliser cette poudrerie. Or, quelques mois, lorsque le CA est intronisé, l'entreprise commence à fonctionner, on démarre les travaux, et là, c'est une surprise générale. On s'aperçoit que les ateliers de la poudrerie ne sont pas du tout adaptés à une usine d'ammoniac synthétique. Sauf, quand même, à la décharge, on a réutilisé quand même la moitié. Mais l'autre moitié, c'était les ateliers spécifiques pour l'ammoniac et les engrais. Alors là, il a fallu tout détruire, reconstruire avec les nombreux terrassements, faire venir davantage des entreprises, etc. Donc résultat, c'est pour cela que ça a été un gouffre financier. Mais le deuxième gouffre financier, ça a été tout simplement donc les mécomptes liés à ces procédés du général Patard qui ont augmenté la dépense de 1/4 à ce qu'elle aurait dû être. Alors, je vois parfois les gros yeux, mais en réalité, moi-même, j'ai eu les mêmes gros yeux. Le devis initial était de 120 millions. Elle a coûté 465 millions. Mais si vous comparez, après, il faut comparer. Parce que si vous êtes non initié, comme je l'étais aussi, vous dites, oh là là, l'État encore dépensier, etc. Mais en réalité, si vous comparez à l'industrie privée, il y a eu des mécomptes aussi dans l'industrie privée. Et on voit qu'il y a énormément de problèmes. Simplement, l'industrie privée, elle ne fonctionne pas avec de l'argent public. Les mécomptes ne sont pas du tout médiatisés de la même manière. Voyez. Et troisièmement, c'est des usines, le privé joue petit bras à côté. On a une usine de 100 tonnes au jour, l'ONIA, et les autres usines, c'est 10 tonnes. La plus grosse de Saint-Gobain, elle atteint 20 tonnes. Donc forcément, ce n'est pas le même prix. Voilà. Et enfin, l'autre élément, c'est si on compare maintenant à l'Allemagne. Les Allemands, ils savent tout bien faire en chimie, ils nous ont précédés de 20 ans, etc. Je suis allé voir le prix des usines de la BASF. Et Billingham, la grosse usine en Angleterre, au Royaume-Uni, qui ont été construites quelques années avant.
eh bien, on s'aperçoit qu'à toute proportion gardée, à toute proportion égale, l'ONIA a coûté légèrement moins cher. Donc en réalité, on est dans une industrie nouvelle pour l'époque, où il y a des tâtonnements, il y a des erreurs, on essaie tel procédé, on va en essayer un autre. Et finalement, c'est une industrie qui coûte très cher. On retrouve la même chose avec le nucléaire aujourd'hui. Mais tout le monde est bien content qu'il y ait le nucléaire, parce que sinon, tout nous coûterait infiniment plus cher. Pour l'heure, je parle aujourd'hui. Voilà. Donc ce qu'on redit pour le nucléaire, ce qu'on a dit pour EDF, ce qu'on a dit pour toutes les grosses entreprises nationalisées et pour le futur Airbus, eh bien tout ça, ça s'est déjà joué avec l'ONIA dans l'entre-deux-guerres, avec la question des devis qui sont régulièrement dépassés. Voilà. Et pour terminer sur la question du territoire toulousain. Donc on a une usine qui est à 5 km du centre-ville, enfin de la ville-centre, et effectivement ça va poser un énorme problème au début pour nombre d'ouvriers, puisque les administrateurs de l'État n'ont pas prévu de faire de cité ouvrière. Et donc on va avoir pendant quelques années une politique sociale, on en reparlera, qui va faire défaut, et qui va conduire beaucoup d'ouvriers il va avoir un énorme turnover dans cette usine au tout début, en partie lié à ça. Voilà. Alors c'est bien que vous parliez des ouvriers, parce que j'aimerais en dire un mot, enfin que vous en disiez un mot. Vous dites donc, et on comprend pourquoi que l'ONIA n'accueille pas au départ accueille des ouvriers qui n'ont pas une grande formation, parce qu'il n'y a pas de tradition ouvrière à Toulouse. Donc ces ouvriers arrivent à côté d'ingénieurs qui, eux, au contraire, sont aguerris, comme vous évoquez le grand-père et le père des futurs maires de Toulouse, Albert Baudis, donc grand-père de Dominique et père de Pierre. Votre description de la façon dont les ouvriers sont employés et traités est assez effarante. Ils n'ont pas de statut protecteur, ils sont exposés de manière très forte à la pénibilité. Ils doivent suivre une discipline stricte. Vous parlez même de gestion autocratique avec l'existence d'une police d'usine. Comment, dans ces conditions, l'ONIA a quand même pu recruter? Et pourquoi une telle dureté alors que nous sommes, vous venez de dire, dans une entreprise publique, une usine témoin dont l'État est le garant? Alors ce livre, d'une certaine façon, s'attaque à un mythe, peut-être qui est moins un mythe aujourd'hui, mais qui reste quand même très fort dans l'opinion. C'est que quand vous êtes embauché par l'État, ou vous avez des personnes qui sont embauchées par l'État, vous pensez que l'État est forcément un meilleur employeur que les acteurs privés. Et le problème, c'est que l'État, on revient à ce que j'ai dit au début, l'État est soumis à une économie concurrentielle. Donc, vous ne pouvez pas être soumis à une économie concurrentielle si vous ne recopiez pas les règles de l'industrie privée. Donc, ça va justifier l'État lorsqu'il va s'adresser au personnel en lui disant pas de statut de fonctionnaire ou pas de statut de travailleur de l'État, qui était assimilé fonctionnaire. Donc il n'y a pas de garantie sur l'emploi. Vous pouvez être licencié quasiment du jour au lendemain. Et pour les ingénieurs, ils ont le droit à 1 mois de préavis. Même pour les ingénieurs, ce n'est pas le luxe. Deuxièmement, on a donc une entreprise, enfin un État du coup, qui surtout lorsqu'il va voir que le devis va énormément augmenter, il va durcir sa politique. On a des administrateurs qui vont être extrêmement rationnels. L'usine, ils avaient prévu qu'il y ait une politique sociale, mais cette politique sociale devait se construire sur le bénéfice de l'entreprise, en ponctionnant 10%. Sauf que l'entreprise ne va pas faire de bénéfice avant 11 années. Donc l'argent, il faut le trouver quelque part, et surtout, il y a l'argument de dire l'entreprise n'a pas encore gagné d'argent. Donc on va faire le strict minimum. Et lorsque on reconstruit la poudrerie pour faire cette usine, on fait aussi venir des entreprises extérieures. Et on s'aperçoit qu'il n'y a absolument pas de politique de prévention des accidents. Et on a effectivement 4 à 5 morts par an sur les 4 ou 5 premières années. Ensuite, ça se calme un peu. Mais on a, par exemple, la sécurité va devenir l'objet d'un service à lui tout seul, la prévention des accidents, qu'en 1929. Alors que l'usine a déjà recruté 2500 salariés, environ. Voilà. Donc tout ça pour dire que la sécurité dans l'entreprise, à l'image de ce qui se fait quand même dans le privé, se construit qu'au gré des accidents. S'il n'y a pas d'accident, on continue. Les accidents sont un mal nécessaire. Et je pourrais même aller jusqu'à l'explosion, après tout. On connaît qu'on a affaire à une entreprise totalement dangereuse. À Opao, en Allemagne, où on a les mêmes entreprises, enfin le même mode de technologie,
En 1921, on a une explosion qui fait 561 morts. Je crois que c'était le 21 septembre. Et c'était un 21 septembre. Mais tout ça pour dire qu'à l'époque, et c'est ce que je disais avec un sociologue, M. Chaskiel aussi, c'est que si l'explosion du 21 septembre 2001 avait eu lieu même en 1960, on aurait reconstruit l'usine. On aurait reconstruit l'usine. Parce que les débats étaient différents à l'époque. Voilà, parce que l'industrie, l'économique l'emporte à l'époque sur les considérations sociales. Et je vous rappelle... Et environnementales. Pardon ? Et environnementales. Encore plus environnemental. Alors là, on en parle encore moins. Ouais. Concernant donc le personnel, juste préciser qu'avant 1936, parce que souvent quand je parlais avec plusieurs témoins, plusieurs personnes, ils me parlaient de l'ONIA tel qu'ils l'ont connu après 1945. Et après 1945, on a effectivement une entreprise à l'image de ce qui va se passer dans les grosses boîtes françaises, et pas que nationales d'ailleurs, où on va créer des comités d'entreprise, des comités dédiés aux œuvres sociales, où les syndicats vont avoir une place beaucoup plus importante, pas parfaite, mais plus importante qu'auparavant. Eh bien, on a l'image d'une entreprise où il fait bon vivre. Or, en réalité, l'ONIA se distingue pour l'entreprise de son gabarit, jusqu'à 3000 salariés environ dans l'entre-deux-guerres, 2800 pour être exact. Il n'y a quasiment pas de politique sociale, à part quelques petites allocations familiales légèrement rehaussées au-delà du seuil du barème national pour garder les chargés de famille. Ensuite, on a un restaurant du personnel. Un service également uniquement pour les ingénieurs, pour les amener de leur domicile au travail. Et ensuite, on va créer un club omnisport qui a marqué la ville de Toulouse, qui existe toujours, le Toulouse Athletic Club, qui pendant les 3 premières années va s'appeler le Toulouse Azote Club, créé en 1927. Voilà, c'est le TAC. Et voilà, donc il n'y a pas de cité ouvrière comme Papus, tout ça, c'est après 1945. Donc j'insiste finalement pour découvrir que l'État a été un industriel beaucoup moins libéral dans sa politique que ne l'ont été des entreprises privées qui dégageaient des bénéfices et qui, là, du coup, ont usé de paternalisme. À Toulouse, il n'y a pas eu de paternalisme, du moins avant 1945. Voilà. D'accord. Alors, toujours, vous évoquez à plusieurs reprises des critiques qui sont faites par la direction à l'encontre de la main-d'œuvre toulousaine, la main-d'œuvre méridionale, donc des dirigeants qui eux-mêmes ne sont pas de la région, je crois, pour l'essentiel. Alors, ces critiques dénoncent donc des actes d'insubordination et une propension que les Toulousains en particulier auraient à contourner les règles, ce qui paraît incroyable. Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il y a un fossé entre ces dirigeants qui viennent donc d'ailleurs et la main-d'œuvre toulousaine ? Les dirigeants de l'ONIA, pour la plupart, à quelques exceptions près, sont tous... Alors je parle des dirigeants au-dessus du directeur général. Donc on parle d'abord des membres du conseil d'administration qui prennent les décisions. Pour 3/4, ce sont des polytechniciens. Ou des gens qui, effectivement, ont des a priori sur cette main-d'œuvre méridionale. Une main-d'œuvre méridionale qui soit est issue du petit artisanat, parce que Toulouse est une ville industrieuse, mais pas industrielle au sens de la grosse industrie. Et ensuite, on a une partie d'une main-d'œuvre du cru qui est très reliée aux activités agricoles, avec une polyactivité qui s'est un peu calmée dans les années 20 déjà. Mais beaucoup de pays d'ouvriers ont encore un lopin de terre qu'ils entretiennent, etc. Donc on a effectivement une méconnaissance des besoins sociaux, à tel point que c'est le directeur général lui-même, Georges Cartier, qui fait pression, qui connaît mieux l'industrie déjà, et qui fait davantage, qui voit effectivement le mal-être ouvrier, et qui va dire il faudrait quand même faire le minimum. Voilà. Et c'est vrai que ça ressort très très fort. Et enfin, sur la gestion de l'autorité, on n'hésite pas effectivement à recycler le savoir-faire des anciens gendarmes, et on a même un ancien sous-préfet qu'on va recruter, c'est un sous-préfet déjà à la retraite, M. Bailly, qui va mettre en place une police, puisqu'il savait faire ça, c'est le rôle des sous-préfets de savoir faire l'ordre et la sécurité. Alors je tempère en disant on est dans une usine à haut risque, où on a encore nous sommes des générations où on sait aller dans une entreprise où c'est normé. À l'époque, l'ouvrier du coin, il a envie d'avoir son temps à soi. Quand vous avez par exemple des gens qui travaillent avec un chalumeau, il y a des ouvriers qui refusent de mettre des lunettes. C'est pour ça qu'il ne faut pas voir cette histoire en disant il y a le méchant patron et puis il y a l'ouvrier, qui est le pauvre ouvrier. Non, on a des ouvriers qui sont, comme on dit, forts en gueule aussi, dans certains ateliers. Et donc on a une prévention qui se met en place, mais de l'autre côté, lorsque le syndicat, parce qu'il y a un syndicat confédéré, donc plutôt socialiste par rapport aux communistes,
la CGTU de l'époque. Donc il n'y a quasiment pas de CGTU, on a les confédérés qui, eux, veulent du dialogue social. Ils ne sont pas là pour faire la grève à tout va. Et ils ont compris que c'est l'État l'employeur, donc tout se joue à Paris. Tout ne se joue pas à l'usine. Et quand ils vont demander effectivement à la direction de pouvoir davantage associer, pourquoi pas créer des délégués d'ateliers, etc., la direction refuse tout net parce qu'elle dit si on associe le personnel à la direction, même pas à la direction, mais même à la cogestion dans l'usine, on va vers un affaiblissement de l'autorité, on va vers le désordre et on va, pourquoi pas, vers l'explosion. Donc on a un peu voilà, et on va vers non, mais on va, c'est ce qu'il utilise. Voilà, on va vers on risque d'avoir des accidents. Et il parle de l'explosion sociale et de l'explosion tout court. Donc on a des chefs qui n'imaginent pas associer du personnel. Donc là, il n'y a pas de délégué de personnel. On est très 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 loin de ce qui va arriver après en 36 et après en 45. Oui, parce qu'en 36, je rebondis, il y a quand même une convention qui est signée, non? C'est ça, un contrat collectif qui semble aller dans le bon sens, puisqu'il propose, vous le dites, des garanties sur l'emploi, des revalorisations salariales, des congés payés, une meilleure représentation syndicale. Donc 36, ça correspond à l'année du Front populaire. Donc est-ce qu'il y a une influence des idées du Front populaire sur ce changement? Et est-ce que là, il n'y a pas quand même une amélioration dont on peut dire un mot? Alors la première rupture, c'est effectivement le Front populaire. Après 3 ou 4 tentatives du syndicat confédéré de proposer aux dirigeants la signature d'un contrat collectif qui aurait diminué la précarité ouvrière, apporté quelques garanties et de l'intéressement pour notamment des classifications, etc., améliorer les salaires, les primes, eh bien, il faut attendre tout simplement l'évolution de la législation suite aux grèves du Front populaire et aux réformes à partir de 1936. Mais les ouvriers ne vont pas être au départ très heureux. Bien sûr qu'ils accueillent et ils prennent ce qu'il y a à prendre. Mais en réalité, l'ONIA, c'est simplement en 1936, parce qu'on va voir qu'en 1937, ça change. En 1936, on suit la loi. Donc 40 heures, on rehausse les salaires un petit peu, voilà, plus ou moins, hein, parfois un peu plus, jusqu'à 15% pour les tout petits manœuvres, ou les sténodactylos pour inclure aussi les quelques salariés femmes qui étaient là. Et voilà. Mais ce qui se passe, c'est qu'on arrive très vite dans une période d'inflation. Donc tout est rogné en quelques mois. Et voilà. Donc nous, on commence à reconnaître ce terme inflation, mais à l'époque, on est sur de l'hyperinflation. On arrive à de l'hyperinflation, certaines années à plus de 20%. Et donc là, on a dans les entreprises au-delà, c'est pas que General Alonia, où on va renégocier. Et là, le syndicat va dire il faut, devant l'ébullition sociale, le risque, là, on a carrément un syndicat qui menace de faire grève, ce qui n'était jamais arrivé. Et face à ce risque-là, les dirigeants, et sous la pression, bien sûr, de Albert Bedous, qui est devenu ministre des Travaux publics, c'est le ministère de tutelle de l'entreprise. Donc on a des socialistes qui sont plus ouverts au dialogue qu'avant. Et donc, ils vont accepter de pousser le CA à signer un avenant au contrat collectif. Et là, on a effectivement une nette amélioration. Et pour la première fois, on peut dire que s'ils n'ont pas de statut protecteur, ils se rapprochent, les ouvriers, les salariés jusqu'aux ingénieurs de l'ONIA, vont acquérir des salaires et également des acquis sociaux qui les rapprochent des personnes, des salariés de la fonction publique. Et même les syndicalistes le reconnaissent. Mais je vais juste terminer en disant que c'est une embellie de très très courte durée, parce que 2 ans après, on a déjà la grève de 1938, un renversement des rapports sociaux, et on a l'impératif de préparer le pays à la guerre, à partir de fin 1938-1939, et les réformes du Front populaire vont être rognées petit à petit. Et donc c'est une embellie qui va être très relative finalement. Donc là, la condition ouvrière dont on a l'image aujourd'hui quand on parle de l'ONIA, avec ces rapports de confiance et plutôt bienveillants entre la direction et les ouvriers, c'est plutôt pour après votre période, donc après la Seconde Guerre mondiale. Peut-être avec la création d'un comité d'entreprise en 1945, non? Voilà, c'est avec le gouvernement provisoire, présidé par le général de Gaulle, et également avec qui ont été associés des socialistes, des communistes, des gens du MRP, qui vont bien évidemment pousser pour que la question sociale devienne une priorité. Et la création des CE vont être déterminants,
parce qu'ils vont englober un certain nombre de questions. Premièrement, pour la première fois au CA, on va avoir des représentants du personnel, les fameux délégués du personnel. C'est en 1945 que ça devient une institution, en tout cas dans les entreprises de plus de 50 salariés, je crois qu'à l'époque c'était ça. Deuxièmement, on va avoir également des institutions paritaires. Les syndicalistes réclamaient depuis toujours, non pas d'avoir le pouvoir, mais d'avoir une possibilité d'influer sur le débat. Et donc c'est quoi une institution paritaire? Vous avez des représentants d'ingénieurs, de la maîtrise et ingénieurs, les représentants de la direction, les représentants du petit personnel non mensualisé, payé à la quinzaine, ouvriers et employés. Et du coup, c'est en 1945 qu'on arrive vers ce qu'on appellera le compromis fordien. Et là, on va avoir des avancées, puisque effectivement, on va avoir des œuvres sociales beaucoup plus importantes. Et surtout, il va y avoir cette loi qui va, surtout dans les entreprises publiques, où on va être obligé de ponctionner, de prendre 5%, non plus des excédents bruts d'exploitation, mais du chiffre d'affaires. Donc on est sûr de dégager de l'argent pour les œuvres sociales, ce qui n'était pas une obligation avant. Voilà. D'accord, très bien. Donc l'âge d'or, c'est pour après. C'est à partir de 1945. Là, j'aimerais qu'on revienne sur votre période et qu'on suive un peu le parcours de l'usine. Donc, vous avez évoqué longuement ces difficultés de démarrage. Donc, vous avez dit que l'usine devenait rentable au bout de 11 ans, c'est ça, donc 1935, pas avant 1935. Alors, c'est à ce moment-là, donc, en tout cas, qu'on peut dire que l'usine devient vraiment opérationnelle. Après les couacs, et notamment la gestion Patard qui a été catastrophique. Et c'est là que, donc dans le courant des années 30, que l'ONIA entame une diversification dans sa production, puisque jusqu'ici c'est le sulfate d'ammoniac qui est essentiellement produit. Alors quels nouveaux produits vont sortir désormais de l'usine, et est-ce que le succès est au rendez-vous comme pour l'azote? Alors au départ, comme la plupart de ses concurrents privés, l'ONIA qui doit être solvable doit vite produire au maximum. Et un engrais qui va s'écouler. Donc l'engrais de grosse cavalerie, comme on l'appelle, c'est le sulfate d'ammoniac. Sauf que rapidement, comme l'ONIA se développe, les concurrents aussi, on a atteint autour de 1931 une surproduction de cet azote qu'on appelle un azote exclusivement ammoniacal. Sauf que les agriculteurs, eux, ils demandent plusieurs variétés. Et ils continuent d'importer du nitrate chilien. Du nitrate, c'est-à-dire un ammoniac qui a été transformé, parce que le nitrate et l'ammoniac ont des vertus différentes, des vertus fertilisantes différentes. Donc il faut avoir plusieurs engrais. Sauf que qui produit du nitrate, à part les Chiliens qui nous en donnent, enfin qui nous en importent, pardon, enfin qui nous en vendent, et les Allemands qui sont plus avancés que nous, et les Anglais et les Norvégiens. On se retrouve étranglés. Et donc l'ONIA et l'industrie privée vont demander au gouvernement, pour la première fois, de faire une vraie protection. Et donc on va instaurer un régime de licence, c'est-à-dire on va aux agriculteurs, désormais on va importer uniquement ce qu'on ne peut pas produire. Mais on va laisser les industriels la primeur de se diversifier. Mais c'est l'ONIA qui va devancer de plus de 2 ans ses concurrents, faire preuve de dynamisme, en jouant sur deux opportunités. Le premier, c'est une entreprise d'État, donc le ministère de la Guerre veut pousser pour que l'ONIA puisse produire des nitrates, ces fameux nitrates qu'elle ne produit toujours pas. Parce que le sulfate d'ammoniac, je répète, ce n'est pas des nitrates. Donc le ministère de la Guerre va faire voter un dernier crédit pour l'entreprise de 90 millions pour faire construire un atelier dédié à ça. Deuxièmement, l'entreprise va jouer sur sa convention, cet accord avec l'IG Farben, qui doit lui passer toutes ses avancées technologiques. Et comme les Allemands produisent déjà du nitrate, eh bien, cette convention permet rapidement de créer 3 ou 4 nouveaux produits. Le premier produit, c'est les ammonitrates. Et c'est la première entreprise à en fabriquer en France. On a ensuite le nitrate d'ammoniac, le nitrate de chaux, qui sont les 3 nitrates les plus consommés à l'époque. Il y aura d'autres, il y a le nitropotasse, mais qui ne va pas être l'emblème de l'entreprise. Et donc l'ONIA va obtenir, et c'est à partir de là que l'ONIA, qui n'avait pas d'argent, qui n'avait pas eu les capitaux pour créer son propre service commercial, l'ONIA, à partir de 27 jusqu'à 31, passe exclusivement par le comptoir français de l'azote, qui est en gros l'émanation commerciale de ses concurrents privés. Donc qui lui propose un forfait
Un forfait qui n'est pas à son désavantage, mais qui montre qu'il y a une entente. Finalement, l'ONIA n'a pas bouleversé le marché à l'époque. Mais l'ONIA va bouleverser le marché quand, en produisant ses propres engrais par lui-même, elle va développer son propre service commercial à partir de 1931. Et là, bien sûr, l'industrie privée va voir ça comme une grande menace, crier au loup, l'État, en criant à la concurrence déloyale. Bien sûr, il y a toute une intox dans la communication de l'époque. Et ce qui est assez fabuleux, c'est de voir comment l'ONIA se comporte comme un capitaliste qui fait même base sur ses propres productions, fait breveter, bien sûr, chacune de ses productions, et va pouvoir faire ses premiers bénéfices parce qu'elle a un marché ouvert dans les nitrates. Simplement, on est dans un marché qui va être protégé. Donc, en 2-3 ans, l'industrie privée va rattraper son retard et on va se retrouver vers une nouvelle surproduction. Et donc, on va contingenter le marché et l'ONIA va devoir négocier avec ses concurrents et on va faire un partage 2 tiers, 1 tiers, ce qui correspond à ce que produit l'usine. Il n'y a pas eu de véritable... Ça a été vraiment un dialogue franc et l'État a tranché, a arbitré, de manière à conjuguer les intérêts privés et les intérêts publics. Bon, merci pour vos réponses. J'ai une dernière question avant de passer le micro à la salle. Donc, je reviens sur ce que vous dites, sur le fait que dans les années 30, on a un ONIA qui a vraiment repris le dessus, qui s'est autonomisé, qui a son propre service de vente, son propre service de publicité, qui s'associe avec d'autres usines en France. Et on voit aussi les débuts d'une politique de laboratoire avec une ouverture au monde universitaire. Donc, pour répondre simplement, est-ce qu'on peut dire à ce moment-là, ou est-ce qu'il y aura un retour en arrière, que l'ONIA a justifié, disons, les efforts consentis par l'État pour favoriser sa création en 1924 ? Alors finalement, quand on arrive au milieu des années 30 et jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale, la question c'est, avons-nous été prêts ou pas ? Alors on n'a pas, le général de Gaulle dirait lui-même qu'on n'était pas prêt au niveau de l'armée, l'artillerie et l'infanterie, mais au niveau des poudreries et au niveau de l'industrie chimique, on peut dire que pour la première fois, il a fallu donc une vingtaine d'années pour y arriver, même en réalité un peu moins, une quinzaine d'années. L'ONIA et les industriels privés ont fini par donner satisfaction. Il a fallu 12 années. Il a fallu finalement attendre l'instauration d'une politique protectionniste. Parce qu'on a laissé l'ONIA vivoter avec l'industrie privée. Et en réalité, le problème n'a pas été leur inventivité. C'est qu'on était complètement... on était des petits, si vous voulez, par rapport aux Allemands, à ceux qui étaient en avance par rapport à nous. Et donc, il fallait protéger le marché. Arrivé à la veille de 1939, on a une couverture du marché par les industriels français qui s'opère en fait exactement entre 1935 et 1936. Et l'ONIA, à quelle proportion on peut dire que l'ONIA a réussi à donner satisfaction ? C'est qu'elle est devenue cette usine témoin. C'est quoi une usine témoin ? C'est une usine capable de fournir tous les engrais nécessaires qui existent à cette époque-là. Plus ou moins, en plus ou grand nombre, en plus ou moins grande quantité, ça c'est pas la question. Et surtout, l'usine témoin, l'ONIA devait pousser le privé finalement à faire la même chose. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc le législateur a réussi à atteindre son but, mais il lui a fallu renoncer à quoi ? À ses doctrines anciennes. Et ces anciennes doctrines, c'était l'État ne doit pas intervenir sur le marché. Or, on a vu que si l'État n'intervenait pas, l'industrie aurait disparu. On se serait fait, on se serait fait manger par les Allemands, les Norvégiens et les Britanniques à cette époque-là. Donc, on peut dire que... Et donc, pour en revenir, oui, comment on a fait pour pérenniser l'ONIA, au-delà ensuite des années 40, c'est qu'on a développé des partenariats avec d'autres entreprises publiques, et notamment les mines domaniales de potasse d'Alsace, parce que la potasse, avec l'azote et le phosphore, vous avez les engrais NPK d'aujourd'hui, les engrais complexes, c'est-à-dire que vous associez plusieurs éléments chimiques, et quelque part, on va aussi développer la recherche. Et comme la convention avec la BASF, elle avait une validité de 15 années. Donc elle devait s'achever en 1948. Et quand on sait ça, on arrive déjà 10 années avant, on va pousser l'ONIA à créer d'autres partenariats et surtout créer son propre laboratoire. Et à partir de là, l'ONIA va apprendre à créer ses propres procédés industriels pour améliorer la production et baisser les coûts
de production, et les procédés tout simplement avec un laboratoire de sciences agronomiques où on fait venir des ingénieurs de toute la France, et pas que seulement formés à Toulouse. Voilà. Merci Michael. Avec plaisir. Alors maintenant, je me tourne vers la salle donc, pour savoir s'il y a des questions à poser à notre conférencier. Pour quelle raison, par exemple, le procédé Claude n'a pas été retenu ? Là, c'est tout un débat sur lequel je reviens dans ce livre. Donc, pour revenir à qui est Georges Claude, Georges Claude est un des plus grands scientifiques spécialistes de l'azote, et c'est lui qui a créé la société qui existe toujours, Air Liquide. Georges Claude, sauf que Georges Claude arrive, met en place son procédé, une variante du procédé Haber-Bosch, qui lui avait été créé, vous savez, par les Allemands en 1913. Son procédé, au sortir de la guerre, il n'est pas tout à fait prêt, presque, mais pas tout à fait. Donc il a un accord avec Saint-Gobain qui dit « Monsieur Claude, quand vous serez prêt, vous venez nous voir, on discute ». Sauf qu'entre-temps, on est en 1919, l'État a acheté le procédé Haber, en tout cas les savoir-faire du procédé Haber. Donc tous les industriels sont là, qu'est-ce qu'on fait ? Et puis il y a un autre procédé qui est en plus un procédé italien, Casale. Résultat, les dirigeants de l'ONIA les polytechniciens français vont se diviser en deux. Il va y avoir les partisans du procédé Claude, quand même, mais on sort de la guerre. Hein. Donc vouloir un procédé allemand, c'est quand même un coup de couteau dans le dos de ces soldats qui sont morts à cause des Allemands. Et Georges Claude, qui serait classé largement d'extrême droite aujourd'hui, joue sur cette corde sensible. Sauf qu'il trouve face à lui des polytechniciens qui sont pour la raison d'État. Le plus efficace, c'est le procédé allemand. Et le procédé Claude a un souci. C'est qu'il dépend des mines, des sous-produits des mines. Or, les mines, les trois quarts des mines, elles se retrouvent dans le nord de la France. Or, pas question de réinstaller une usine d'azote dans le nord avec le risque de se faire occuper 4 années et de ne pas être capable de se défendre contre les Allemands ou d'autres adversaires. Donc Claude a perdu cette partie-là. Mais ironie de l'histoire, toutes les autres entreprises ont quand même une partie d'entre elles ont voulu se baser dans le nord de la France. Et le procédé, bien sûr, a bien évidemment très bien marché, mais c'est des unités beaucoup plus petites. Donc on a une autre technologie quelque part. Et ça ne correspondait pas aux attentes des militaires. C'est ce qui a fait la différence. Voilà. Ce n'est pas une question de qualité, c'est une question d'opportunité. Bien. Aux origines d'AZF, le problème de l'azote en France, 1919-1940. Donc on peut trouver dans toutes les bonnes librairies, et notamment en Ombre Blanche. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci Michael. Merci beaucoup. Le livre de Michael Diopart, Aux origines d'AZF, le problème de l'azote en France 1919-1940, est paru aux presses universitaires François Rabelais. Vous venez d'écouter une rencontre enregistrée le 21 octobre 2023 à la librairie Ombre Blanche. Enregistrement, réalisation et mise en onde de la rencontre, Radio avec l'aimable collaboration de Radio Plus et Radio Terre.